Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi 11h30. En direct, la chronique des libres penseurs de Dordogne, groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. C'est pour la paix, dit-il, que je travaille, loin des canons, je vis en liberté. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 27 mai 2026. Et donc voici une chronique que je vous présente en revenant sur les questions des associations. Alors je voudrais auparavant vous lire un communiqué de presse au sujet de la Société de sécurité et de surveillance Palantir dont les médias ont parlé ces derniers jours. Et donc la Fédération nationale de la libre pensée a publié un communiqué de presse au sujet de cette société titré « Menace sur la liberté de pensée, l'irruption de l'impérialisme technologique américain ». La Société de sécurité et de surveillance Palantir du milliardaire néo-réactionnaire Peter Thiel vient de profiter de la visibilité mondiale du réseau social X, ex-Twitter, pour diffuser massivement un texte manifeste de son cofondateur, Axel Karp. Cette irruption dans le champ politique et culturel d'une entreprise de surveillance globale, dont l'activité est intimement liée à l'armée américaine ou à la police de l'immigration de Donald Trump, a en soi de quoi faire frémir. Bien plus, le détail des thèses ouvertement revendiquées est un véritable manifeste antidémocratique qui entend faire des États-Unis un nouvel empire aux mains des manias de la technologie. Qu'on ne s'y trompe pas. Dotés de moyens financiers et policiers immenses, ils appellent à remettre en cause les principes démocratiques. Surveillance généralisée de tout un chacun, impunité pour les dirigeants, libre exercice de l'entrepreneuriat sans limites éthiques ou démocratiques, par un blanc-seing accordé à l'utilisation de toutes les techniques, y compris l'IA militaire, l'intelligence artificielle militaire. Inspiré par l'approche belliciste de Carl Schmitt, il développe une conception militarisée de l'État, donnant la prime aux États-Unis. Reprenant la rengaine de l'inégalité raciale et culturelle, il rêve d'un monde où les États-Unis et leurs valeurs domineraient les autres peuples. Il vise à former une triple alliance, celle du sabre, du goupillon et des industries de la tech. Cette injonction du retour du religieux, de la militarisation de tous les rapports politiques, internes et externes, et d'un contrôle des informations constitue une menace sévère contre la démocratie. La Fédération nationale de la libre pensée met en garde contre ce programme. Elle s'inquiète des contrats actuels qui lient les forces de sécurité françaises à ces entreprises. Elle invite celles et ceux qui entendent défendre les principes de la liberté de pensée, dans le contexte du contrôle possible des médias Internet, à la plus grande vigilance. Voilà. Et donc, au bas de ce texte, la source de ces informations est donnée, et vous retrouvez ça sur le site de la Fédération nationale de la libre pensée. Voilà, je voulais commencer par ce communiqué pour lui donner toute l'importance qu'il mérite. Et puis j'en viens donc à la question des associations que j'énonçais en préambule à cette chronique. C'est au sujet d'un rapport qui vient d'être publié par l'Observatoire des libertés associatives, et ce rapport est intitulé « Neutraliser le monde associatif, enquête sur une injonction à la dépolitisation ». Et je vais donc vous lire une petite introduction, présentation qu'a faite notre camarade Christian Echen, et vous lire en fait ce qui est un peu le préambule de ce rapport. L'Observatoire des libertés associatives a publié le 12 février 2026 un rapport intitulé « Neutraliser le monde associatif, enquête sur une injonction à la dépolitisation », qui éclaire à plus d'un titre l'offensive réactionnaire et liberticide contre la liberté d'association. La libre pensée est en totale fusion et communauté d'idées avec son contenu. Plutôt que d'en faire un commentaire, savant ou pas selon les goûts de chacun, nous avons préféré en publier des extraits qui nous semblent significatifs. Nous vous recommandons de le lire intégralement et vous trouverez le lien à la fin de cet article pour cela. Et merci à Christophe Massutti de nous l'avoir transmis. Ce rapport
montre comment la question des subventions publiques est utilisée pour faire taire les dissidences et les oppositions, même si la Fédération nationale de la libre pensée ne sollicite aucune subvention publique. Pour son fonctionnement et son action, elle se tient aux côtés des associations qui en ont besoin pour vivre et pour agir. La libre pensée considère que le chantage aux subventions publiques est une pratique mafieuse du pouvoir et des pouvoirs pour organiser l'omerta sur leur politique réactionnaire, sous couvert d'une pseudo-neutralité qui n'a pas lieu d'être en ce domaine, comme cela est très souvent bien expliqué dans ce rapport dont nous publions les extraits. Les associations ne sont pas neutres. Elles ne sont pas une page blanche sur laquelle rien ne serait écrit. Elles ont nécessairement un point de vue, une propre histoire, des idées, des propositions, des actions. La véritable démocratie est de leur permettre de les exprimer librement et sans contrainte. Aux citoyennes et aux citoyens de faire ensuite leur libre choix en la matière. Faire taire les opinions par la contrainte de l'argent ou par la répression policière, cela s'appelle une dictature, et nous avons commencé à y entrer depuis longtemps et à en subir les effets. L'Observatoire des libertés associatives appelle à combattre cela, et la libre pensée ne peut que répondre présente pour cette action salutaire et indispensable pour sauver la démocratie, dont le pluralisme des associations garantit le pluralisme des opinions et des idées. Il en est un pilier fondamental. Il ne saurait y avoir de liberté de pensée sans liberté d'expression et sans liberté d'association. Et voici donc en avant-propos au rapport donc, de l'Observatoire des libertés associatives, donc ce texte qui regroupe les principaux points évoqués plus en détail dans le rapport que nous vous invitons bien évidemment à lire en intégralité. Les auteurs du rapport. Ce rapport a été rédigé par un chercheur associé au CERAPS, Université de Lille, membre de l'Observatoire des libertés associatives, salarié de la coordination, Pensons-nous, et par Marie Garmadi, chargée d'études à l'Observatoire des libertés associatives. Il a également bénéficié de l'intervention de Julien Talpin, directeur de recherche au CNRS, CERAPS UMR 8026. L'Observatoire des libertés associatives vise à documenter la pluralité des atteintes aux libertés associatives et des entraves à l'action collective citoyenne dans la France contemporaine. L'Observatoire des libertés associatives travaille en collaboration avec la Coordination pour les libertés associatives, un collectif d'associations qui promeuvent la défense des libertés associatives et lutte contre le rétrécissement de l'espace démocratique. L'Observatoire des libertés associatives est animé par l'Institut Alinsky. L'Observatoire est aussi composé d'un comité scientifique comptant 13 chercheurs en sciences sociales, spécialistes des questions de participation et d'engagement associatif. Un premier rapport, Une citoyenneté réprimée, paru en octobre 2020, a analysé une centaine de cas récents d'entraves et de répression contre des associations et des collectifs citoyens et a formulé 12 recommandations pour protéger les libertés associatives. Il poursuit ses recherches aujourd'hui avec des rapports consacrés aux associations de défense des droits des musulmans, aux associations de locataires HLM et aux associations solidaires avec les personnes exilées aux frontières. Après les élections législatives de 2024, de nombreuses associations ont été rappelées à l'ordre ou sanctionnées suite à leur prise de position dans le débat politique. Par courrier, en entretien ou dans les médias, des élus et fonctionnaires territoriaux invoquent un devoir de neutralité politique des associations. En s'appuyant sur l'analyse de 20 cas de sanctions ou rappels à l'ordre d'associations par les pouvoirs publics et sur les amendements relatifs aux associations dans les débats législatifs récents, ce rapport interroge les fondements juridiques et politiques de ces injonctions. À travers ce travail, on observe comment l'engagement des associations est construit comme un problème public. Le rôle citoyen des associations serait incompatible avec l'intérêt général. Cette injonction témoigne d'une dynamique de contrôle des voix associatives qui, progressivement, participe à la dépolitisation du monde associatif. Dans une première partie, ce rapport montre que cette tendance observée pour les associations s'inscrit dans le cadre d'une offensive politique plus générale où l'impératif de neutralité est utilisé pour mettre à mal les contre-pouvoirs démocratiques que sont la justice, les médias, la recherche scientifique ou encore l'éducation.
Il montre ensuite que ces attaques sont la réactivation d'un débat historique sur la reconnaissance par l'État du rôle des associations dans la définition de l'intérêt général. Et interroge la capacité des associations à défendre leur autonomie politique et leur capacité critique, alors que l'État leur externalise des missions de service public. Cette partie montre enfin que cette dynamique doit s'inscrire dans le cadre d'un élargissement du domaine de la laïcité qui prône la diffusion du principe de neutralité au-delà de l'État aux organismes privés, dont les associations. La troisième partie de ce rapport fait le point sur les règles juridiques en vigueur pour les associations. Elle montre que les associations n'ont pas de devoir de neutralité dans l'absolu, mais que certaines de leurs actions et missions ont progressivement été encadrées par des textes qui leur imposent une neutralité. Suite à la jurisprudence Babilou, la loi El Khomri permet, sous condition, de restreindre le droit des salariés des associations à manifester leurs convictions politiques, morales, philosophiques et religieuses. Par ailleurs, depuis la loi séparatisme, les salariés associatifs qui exécutent une mission de service public ont les mêmes obligations que les agents de l'État, neutralité et devoir de réserve. Enfin, cette partie insiste sur le fait que les associations sont en droit de prendre des positions politiques en étant subventionnées. Mais elles doivent cependant faire attention au contexte et aux ressources utilisées pour le faire. Les associations peuvent même, à certaines conditions, prendre des positions électorales, même si la démarche les expose à des représailles politiques. Les métamorphoses d'un débat historique, l'imposition des règles du service public aux associations. À bien des égards, ces injonctions à la neutralité réactivent un débat historique autour du lien entre les associations et l'État. Sont-elles de simples opérateurs de politique publique soumis aux mêmes règles que l'État ou des acteurs à part entière de la vie politique à qui il faut reconnaître une autonomie ? L'imposition des règles de l'administration aux associations, dont le devoir de neutralité, doit être regardée comme une conséquence d'un mouvement d'externalisation des missions de service public vers le monde associatif. Créée en 1860, la Société Franklin se donne pour but de diffuser le mouvement des bibliothèques populaires à travers la France. Comme les autres associations qui font cette démarche à l'époque, elle souhaite être reconnue d'utilité publique afin de pouvoir bénéficier notamment de dons et legs et ainsi étendre son action. L'association voit sa première demande refusée en mai 1873 par une majorité de membres du Conseil d'État, proche du légitimiste maréchal MacMahon. En filigrane des arguments du Conseil d'État, on retrouve deux dangers dont il cherche à prémunir l'association. Celui des attaques contre la religion catholique d'un côté et de l'essor du mouvement ouvrier de l'autre. Le refus d'obtention du statut est en effet justifié au prétexte que l'association, et nous citons, sous des dehors fallacieux et par des moyens puissants, travaille à faire pénétrer dans les casernes comme dans les écoles l'action dissolvante de protestantisme et de la libre pensée, c'est-à-dire de l'irreligion et de la révolte. Le refus du Conseil d'État a un écho médiatique. La presse catholique se réjouit quand le petit journal dénonce l'arbitraire et les représailles que rend possible cette procédure. La nouvelle laïcité comme cheval de Troie de la dépolitisation. L'émergence du référentiel de neutralité doit se comprendre à la lumière d'une nouvelle laïcité qui a progressivement brouillé les frontières du public et du privé et qui a participé à un phénomène d'hypertrophie de la neutralité religieuse au détriment d'autres principes clés comme la liberté de culte. Stéphanie Hennette-Vaucher a montré la trajectoire récente prise par le concept de laïcité, passant du respect d'un principe de séparation des églises et de l'État à une adhésion à des valeurs républicaines mouvantes. Ce faisant, cette nouvelle laïcité tend de plus en plus à s'appliquer à des personnes privées, là où elle ne concernait, en application stricte de la loi de 1905, que des personnes publiques et des institutions. Mais elle a connu un surinvestissement au point de mettre en péril les autres piliers constitutifs de la laïcité, notamment la liberté de conscience et de culte. Ce phénomène d'hypertrophie de la neutralité vient notamment contraindre un autre pilier de la laïcité, la liberté de culte.
Si cette hypertrophie de la neutralité a pour conséquence de restreindre les espaces de liberté religieuse, elle comporte en outre des effets discriminatoires puisque ces restrictions n'ont pas le même poids selon les confessions. Les lois de 2004, 2010 et 2021 trouvent en effet leur motivation dans des controverses autour de la visibilité de l'islam dans l'espace public. Le rôle central de l'extrême droite dans la diffusion et l'utilisation du référentiel. Ces interventions indirectes illustrent une mécanique répressive que nous avons qualifiée dans un précédent rapport de pression à la répression. C'est-à-dire que les sanctions des exécutifs font souvent suite à des formes de pression externe, incitant les institutions à prendre des mesures contre les associations. L'extrême droite initie l'attaque, formule des accusations quant à une potentielle atteinte à la neutralité, et la majorité en place, sous la pression d'accusations de complaisance, sanctionne l'association. Ce faisant, elle s'immisce dans la vie et la gestion interne des associations en exerçant des pressions sur des groupements privés pourtant protégés par la liberté d'association. Le phénomène va même plus loin. Certaines associations sont attaquées pour des actions entreprises par certaines de leurs membres dans leur vie privée, en dehors de leur investissement dans la structure. La restriction du droit de manifester ses convictions, la loi El Khomri de 2016. Suite à la jurisprudence Babilou, la loi El Khomri permet sous condition de restreindre le droit des salariés des associations à manifester leurs convictions politiques, morales, philosophiques et religieuses. Et ces dernières années, on assiste à une extension des exigences de neutralité des salariés associatifs du fait de l'application extensive de la laïcité aux entreprises privées, dont les associations. L'une des jurisprudences les plus importantes en la matière est celle de l'affaire Babilou. En 2016, la loi El Khomri vient inscrire dans le droit cette jurisprudence en limitant la liberté de manifester leurs convictions aux employés des entreprises privées. Loi et jurisprudence témoignent d'un changement de paradigme quant à la liberté de manifester ses convictions religieuses et politiques. La neutralité n'est plus l'apanage de l'État, elle s'étend au monde du privé. Ce faisant, la liberté de conviction est reléguée par rapport à d'autres droits et libertés fondamentales. Un strict devoir de neutralité des missions de service public depuis la loi séparatisme de 2021. Mais encore une fois, ce strict devoir de neutralité dans le cadre de l'exécution d'un service public ne s'applique qu'à des missions spécifiques de l'association et non pas à la structure dans sa totalité. Et le rapport souligne cette partie de la phrase. Ce qui est encore plus vrai dans les situations où les associations sont simplement subventionnées par la puissance publique sans être dans une contractualisation spécifique. Lorsque l'association n'est pas dans le cadre d'une commande ou d'une délégation de service public, mais qu'elle est tout de même subventionnée financièrement ou en nature, elle n'a pas d'obligation si elle n'est pas dans le cadre de l'exercice d'une mission de service public. Bien qu'ils soient financés par des organismes publics, les centres sociaux ne sont pas des opérateurs de service public et gardent leur caractère propre et leur identité associative, comme l'explique la juriste Gwenaëlle Calvez. Les financeurs publics ne peuvent pas dicter à un centre social leur conception de la laïcité qui ne vaut que pour la sphère publique. Pour les acteurs qui n'en relèvent pas, la laïcité est une valeur ouverte, investie de significations variables. Il n'y a rien d'aberrant à ce qu'un centre social géré par une amicale laïque n'en ait pas exactement la même vision que son homologue issu du christianisme social. Fin de citation. Par ailleurs, l'animation de temps extrascolaire par un centre social, même dans des locaux scolaires, ne peut être regardée comme une mission de service public et encore moins une délégation ou une commande publique. Il faut ici mentionner la distinction entre temps périscolaire et extrascolaire. Les premiers, temps périscolaires, sont des accueils de loisirs lors des jours où il n'y a pas école. Des accueils de loisirs lors des jours où il y a école. Ils correspondent dès lors à des services publics facultatifs qui doivent respecter les mêmes obligations que les missions de service public. Les seconds, c'est-à-dire les temps extrascolaires, sont des accueils de loisirs lors des jours où il n'y a pas école et ils n'ont dès lors
pas d'obligation de neutralité. Ce faisant, les modifications induites par l'article 1 de la loi séparatisme ne s'appliquent pas dans ce cas d'espèce. Ici, c'est donc le contexte temporel et spatial qui joue sur l'imposition de la neutralité. Les questions à se poser sont donc: l'action de l'association est-elle menée dans un bâtiment public? Si oui, est-elle menée dans un laps de temps scolaire par exemple, ou est menée une mission de service public? La question des subventions. Même si une commune ne peut pas user de son pouvoir de subvention pour prendre parti dans un conflit politique, le seul fait qu'une association prenne des positions politiques n'empêche pas une commune de la subventionner si ses activités relèvent bien d'un intérêt public local. La majeure partie des injonctions à la neutralité ne sont pas fondées juridiquement. La force de ces injonctions est qu'elles s'appuient sur un sens commun. Celui qui paye décide, ou encore on ne mord pas la main qui nourrit. Il convient donc de s'outiller politiquement pour déconstruire la force symbolique de ces axiomes. Et là suit une citation du Conseil d'État du 13 mai 2024. La seule circonstance qu'une organisation prenne des positions dans le débat public ne fait pas obstacle à ce qu'une collectivité territoriale ou un groupement lui accorde un soutien. La liberté d'expression et de communication, garantie par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l'homme, constitue une liberté fondamentale. Son exercice est une condition de la démocratie. La candidature de l'AFPS 71 au Forum des associations est recevable. Conclusion. La neutralité, nouveau vocable de l'offensive autoritaire. Depuis 2024, si les motifs de sanction pour absence de neutralité religieuse n'ont pas disparu, c'est le motif de neutralité politique qui a pris le dessus dans les bases de données de recensement dans les cas d'entrave aux libertés associatives de l'Observatoire, avec parfois certaines analogies saisissantes dans les motivations formulées par les institutions. Qu'elles soient ou non suivies de sanctions effectives, ces injonctions produisent in fine des formes d'autocensure du fait de craindre des potentielles conséquences de leur engagement de la part des associations. En juin 2025, l'Observatoire avait déjà mis en évidence que les associations dites citoyennes, c'est-à-dire menant des activités de plaidoyer ou ayant dans l'année organisé une manifestation, un débat ou rédigé une tribune ou une pétition, sont en effet 41% à déclarer s'être déjà auto-censurés pour éviter des conflits avec les pouvoirs publics. Cette autocensure produit une dépolitisation du monde associatif. Derrière ces injonctions à la neutralité se joue en effet une bataille culturelle sur les frontières du politique. Faut-il concevoir les associations comme des auxiliaires du service public auxquels il faudrait donc imposer le devoir de neutralité? Ou les associations sont-elles des actrices nécessaires et indépendantes du jeu démocratique? La réponse à cette question a valeur de test pour la démocratie. La remise en cause de l'état de droit et des libertés fondamentales est une caractéristique de l'extrême droite. Cette dynamique s'illustre dans de nombreux pays européens. Nous avons vu, l'extrême droite est la première à utiliser la thématique de la neutralité pour s'attaquer à des associations qui portent des missions en opposition à son projet politique. In fine, elle s'en sert pour promouvoir l'idée d'un monde associatif démis de ce rôle démocratique, de sa capacité à être un contre-pouvoir. À l'orée d'échéances électorales cruciales, c'est un constat qui devrait être fait dans toutes les têtes des défenseurs de la démocratie et des libertés publiques. Donc toute cette partie, c'était donc l'avant-propos du rapport de l'Observatoire des libertés associatives. Vous pourrez trouver le lien sur l'article qui est publié sur le site de la Fédération nationale de la libre pensée, et je pense que nous le reprendrons également sur le site de la libre pensée, groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr. Je voudrais, pour terminer cette chronique, vous indiquer que le nouveau numéro de la revue L'Idée Libre, dont je parle souvent dans cette chronique, vient de paraître. Ce numéro donc comporte un dossier central comme chacun des numéros d'Idée Libre, et sur ce numéro, c'est ce que n'est pas la République. C'est pas sans rapport avec ce que l'on vient d'observer concernant les associations. Alors pour vous le présenter, je vais simplement vous faire lecture de la présentation faite par Dominique Gousseau, qui a dirigé donc cet article.
Et le titre de son intro, c'est « De la res publica à la République ». La res publica désigne la chose publique, c'est-à-dire la vie de la cité dans tous ses aspects. Elle constitue l'origine latine du mot république, qui a désigné notamment le gouvernement de la Rome antique d'avant l'Empire, puis, au Moyen-Âge, les cités-États italiennes gouvernées par des assemblées composées des représentants des grandes familles qui les dirigeaient collectivement, parfois conjointement avec des représentations plus populaires. Dans l'esprit des lois qu'il publie en 1748, Montesquieu fournit une analyse détaillée de la République. Il en distingue deux sortes nettement différentes. Lorsque la souveraine puissance est entre les mains d'une partie du peuple, elle forme un corps qui, par sa prérogative et pour son intérêt particulier, réprime le peuple, si bien qu'elle doit respecter le principe de modération. Lorsque le peuple a la souveraine puissance, elle ne peut, garante de l'intérêt général, se contenter de la seule force des lois. De la nature démocratique, elle doit aussi obéir au principe de vertu, au sens d'humanisme civique que lui donnait Machiavel. La vertu est une qualité essentielle aux yeux du citoyen Robespierre. Dans son discours du 8 Thermidor en 2, son testament politique précédant son arrestation, il s'écrie à la tribune de la Convention en direction du peuple « Souviens-toi qu'il existe dans ton sein une ligue de fripons qui lutte contre la vertu publique et qui a plus d'influence que toi-même sur tes propres affaires, qui te redoute et te flatte en masse, mais te proscrit en détail dans la personne de tous les bons citoyens. » Fin de citation donc de Robespierre. Le message ultime de Robespierre fait écho à la Constitution du 24 juin 1793 qui affirme que la souveraineté réside dans le peuple. La République française remet le dépôt de sa Constitution sous la garde de toutes les vertus. Fin de citation. Ce texte constitue une référence pour mesurer les écarts entre les institutions en place et une authentique république fondée sur la pleine souveraineté populaire et protectrice des droits fondamentaux. Dans ce numéro de l'Idée libre, qui entend nourrir la réflexion qu'appelle la crise profonde de la Ve République, les auteurs s'emploient à montrer ce que n'est pas, à leurs yeux, une république, tant sur le plan de l'organisation et de l'exercice du pouvoir que sur ceux de la justice, de l'école, des libertés publiques et individuelles, de la politique coloniale ou des services publics et de la protection sociale collective. Qu'ils en soient tous chaleureusement remerciés. Voilà, donc c'était ce numéro que je vous invite à vous procurer auprès des militants du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée pour nos autrices auditeurs qui sont en Dordogne. Et je termine là-dessus cette chronique du groupe Fred Zeller, pour laquelle je remercie Antoine d'avoir assuré la technique. Rendez-vous lundi prochain, toujours sur Radio Libre en Périgord. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30. Qui la couvre, elle tient, ton glaive